Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry illustre à merveille le ton donné pour le livre Une autre histoire de l'aviation dont je vais commencer l'avant-propos. L'aviation porte un je ne sais quoi d'émouvant. On touche ici au vieux rêve de pouvoir s'envoler comme les oiseaux. Le curieux mais sympathique rapport que nous avons avec l'air a une longue histoire. De tous les éléments présents dans la nature, l'air a toujours fasciné. Il aura fallu des siècles pour tenter de l'apprivoiser. En partie seulement, car nous ne pouvons toujours rien faire contre un cyclone ou une tornade. Quand je parle d'apprivoiser, il s'agit bien sûr de la conquête de l'air, cette possibilité de se mouvoir dans l'air. Je me suis souvent demandé si tout avait été dit sur la naissance de l'aviation. Bien sûr que non, les chercheurs découvrent des vestiges du passé chaque année. Nous allons voir des événements connus, d'autres beaucoup moins. Nous allons voir qu'un événement de notre histoire a probablement eu plus de retentissement dans les esprits et les cœurs que la mission Apollo 11 et le premier pas de l'homme sur la Lune. Et pas seulement. Des tentatives pour rejoindre le ciel ont été relatées à travers l'histoire. Parfois célèbres, mythiques, oubliées ou inconnues. Depuis 2001, je me suis peu à peu intéressé à ces vieilles histoires dont on ne sait si elles sont toutes absolument vraies. Bien plus tard, en 2008, j'ai souhaité passer le CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, et comme il y avait un module sur l'histoire de l'aviation et de la conquête spatiale, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à cette étude. Comme j'avais déjà travaillé pendant 26 ans dans l'aéronautique, je ne voyais pas très bien au début l'intérêt de ce module qui me semblait accessoire dans ce cursus. Les autres matières m'évoquaient de grandes nécessités. Sécurité des vols, droit aérien, navigation, aérodynamique, étude des aéronefs et engins spatiaux, météorologie. Je réalisais ensuite que l'histoire de l'aviation, avec le recul qu'elle impose, me permettait de mieux comprendre les autres matières et de les voir sous un autre jour. Enfin, cette histoire, humaine avant tout, était en train de ranimer la flamme que je portais déjà alors que je n'étais qu'un enfant. Contemplant le ciel, lisant les récits, le miracle du vol humain m'avait émerveillé. Bref, je devenais peu à peu passionné d'histoire de l'aviation. Comme je suis aussi passionné de langues étrangères, j'aime beaucoup lire les publications d'autres pays sur ce sujet. Et j'ai constaté à maintes reprises que l'histoire de l'aviation était et est toujours, tout de même un peu, si ce n'est beaucoup, à géométrie variable. Cela aurait-il un intérêt de poser un nouveau regard sur l'histoire de l'aéronautique ? Depuis les temps antiques jusqu'à la disparition d'un héros de la Première Guerre mondiale, il fut oublié pendant un siècle, puis récemment honoré comme le héros de Tours et de l'Indre-et-Loire à l'occasion du centenaire de la guerre 1914-1918. Il y a bien plus que cela. Année après année, de découverte en découverte, il semble avoir été un des plus valeureux pilotes de sa génération. Pour arriver à comprendre ce que pouvait représenter l'aviation civile et la guerre aérienne, jusqu'à la disparition de ce pionnier et héros, il faut faire un effort d'imagination considérable, essayer de comprendre ce qui était connu il y a un siècle, mais surtout ce que nous connaissons aujourd'hui, du début du siècle précédent et des siècles antérieurs. Il est peut-être exagéré de parler d'un nouveau regard sur cette histoire, mais depuis le développement d'Internet, les chercheurs du monde entier ont pu se rapprocher, communiquer et échanger bien davantage qu'au XXe siècle. C'est pourquoi les 2 dernières décennies ont permis de révéler des archives, des pionniers inconnus et des explications supplémentaires sur la conquête de l'air.
On peut très bien, au XXIe siècle, poser un nouveau regard sur cette longue histoire. Après tout, l'histoire n'est pas une science, mais un récit, une enquête qui ne se termine jamais. Lorsqu'un historien disparaît, d'autres reprendront ses recherches pour tenter de savoir, d'en découvrir plus, de partager ce savoir, enfin le savoir de ce que d'autres ont pu savoir. Tout au plus, l'histoire de l'aviation n'est qu'un hypothétisme scientiste que chaque pays décline à sa façon. Il s'agit de tenter de regarder une histoire aéronautique, et en partie militaire, en face, au travers de faits historiques, avérés et plus ou moins avérés, d'hypothèses, de convictions ou d'absolue incertitude, et malheureusement de ce qu'il en reste parfois rien. Une consolation toutefois, on peut apprendre de ce rien. Étonnant, n'est-ce pas ? Certes, cela ne prouve pas que l'histoire est vide et que la science est pleine, mais il reste que l'histoire pourrait être une science si elle était objective. C'est une des définitions de la science. D'abord, je le répète, la plupart des historiens relatent des événements auxquels ils n'ont pas assisté, et je ne vais indubitablement pas faire autrement. Ensuite, chaque pays a son histoire de l'aéronautique. Il y a même des États et des États-Unis d'Amérique qui ont des histoires de l'aviation très différentes. Je pense en particulier à la Caroline du Nord, au Connecticut, à l'Ohio, au Texas et à la Virginie. Et comment être objectif lorsqu'une de ces histoires est liée par un contrat ? Vous verrez, cette étrange histoire est développée dans ce livre. Voilà une des raisons pour laquelle les historiens se heurtent dans leurs recherches. L'histoire n'est vraisemblablement pas une science. Une étude, certes, mais pas une science. Voltaire disait à ce propos « La fable est la grande sœur de l'histoire ». Avec le recul que nous avons en 2016, alors maintenant nous sommes, entre parenthèses, nous sommes en 2025 au moment où j'enregistre, mais quand j'écrivais, enfin la dernière année de l'écriture de ce livre, c'était 2016. Avec le recul que nous avons en 2016 sur l'histoire de l'aéronautique et de l'aérospatiale, on peut apprécier cette histoire, ou plutôt ces histoires, d'une façon plus globale. Concernant la guerre, le devoir de mémoire permet de nous promettre plus jamais cela. Si en plus cette histoire pouvait aider à mieux considérer, voire à perpétuer la mémoire de ces merveilleux fous volants, cela serait une très bonne chose. Dans la première partie, cette histoire tend à séparer la mythologie et le sacré de la théorie scientifique et à distinguer la théorie de la pratique. Ce n'est pas une première en soi, et plusieurs auteurs ont eu une approche similaire, car l'homme a déplacé en plusieurs siècles le concept du vol du monde spirituel au monde scientifique, puis aux applications commerciales, militaires, sportives et touristiques. Toutefois, nous verrons qu'il y a eu de nombreuses intersections. C'est pourquoi le choix délibéré de ce plan en première partie aurait très bien pu suivre un ordre chronologique, souvent privilégié dans les livres d'histoire. Il y a une logique dans tout cela, celle de pouvoir se rendre compte où en était l'aviation avant la disparition d'un des meilleurs pilotes de sa génération. Ce thème est abordé en seconde partie. L'aviation et l'espace m'ont fait rêver depuis mon plus jeune âge. Ce que je pouvais voir avec mes yeux d'enfant, je l'ai toujours gardé. Et mûrir à l'âge adulte n'y a pas fait grand-chose. C'est une passion dont on ne peut jamais se débarrasser. J'ai gardé cette étrange émotion lorsque je regarde un avion. Je comprends très bien qu'on puisse évoquer la magie du vol, mais même au sol et même lorsqu'ils sont réduits en maquette, je continue à aimer les avions comme certains aiment les chevaux. Un avion à l'arrêt est comme un cheval au repos. On ne sait pas toujours de quoi il est capable, mais avec un bon cavalier, on peut faire des merveilles.
J'en serais presque à dire que l'avion est un ami de l'homme. L'homme et le cheval peuvent être amis et pourtant on peut périr à cheval, comme en avion. Je ne sais toujours pas vraiment dans quelle mesure voler tient du miracle, de la chevalerie, du sport, de la science, de la sagesse, du panache ou de l'inconscience. C'est cela qui m'émerveille, m'empêche de dormir. L'histoire de l'aviation qui est régulièrement servie et parfois même imposée dans chaque pays s'adapte souvent, mais pas toujours. Des archives et vérités locales, lesquelles ne sont pas toujours conformes aux archives et vérités d'un autre pays. On peut relever ici des coquilles, là des erreurs, aucune archive n'est parfaite. Quelquefois c'est carrément la vérité, chacun la sienne. Ce livre va tenter de sortir des déclarations péremptoires et quelquefois chauvines qui ont ponctué l'histoire de l'aviation. Je ne crois pas que ce livre soit un pavé dans la mare, mais un danger nous guette quelque peu sans une certaine quête de vérité. C'est un excès dans cette quête qui pourrait présenter un danger de totalitarisme culturel. En 2016, il existe des États-Unis au moins un contrat connu qui dicte la vérité historique de l'aéronautique. Un des buts de ce livre n'est pas de rompre ce contrat, ni de réévaluer des performances. Il suffit de rester factuel et surtout honnête pour se débarrasser de ce genre de diktat. Si on ne peut rien y changer, on peut au moins prévenir. Il s'agit de mieux apprécier à l'échelle mondiale le rapport de l'homme au domaine aéronautique et spatial depuis la nuit des temps. Admettons que cette histoire ne soit qu'une quête de vérité. Mais quelle vérité? Est-ce d'ailleurs une bonne question? Pendant ce temps, l'histoire écrite coule l'inconscient collectif sur un patron de vérité, et les coutures tiennent bon. Ces hommes et ces femmes qui observaient le ciel, sa voûte céleste multicolore, les nuages, les phénomènes aérologiques et météorologiques, ainsi que les traces d'une énergie indomptable laissée par le vent, la vapeur, la neige, la fumée, les feuilles, le pollen et le sable. Devinez les enjeux étourdissants qui naîtraient de la conquête de l'air. Ce tournant de l'histoire ne s'est pas fait en un jour, et il n'avait que très peu d'équivalent émotionnel pour l'humanité. Aucune invention, aucune révolution technologique ou industrielle, aucune conquête, qu'elle soit des océans ou terrestres, n'aurait pu frapper l'esprit humain à ce point. L'homme a toujours vécu et évolué près de l'eau, les pieds sur terre. C'est pourquoi je ne vois qu'une révolution matérielle qui se rapproche de la conquête de l'air. Je pense tout particulièrement à la maîtrise du feu, car c'est le seul événement de notre histoire qui a permis d'apprivoiser un mythe et de ne plus craindre le sacré. Révolution matérielle, mais par conséquent spirituelle. Heureusement que des merveilleux fous volants et bien avant eux, les hommes des cavernes n'étaient pas raisonnables. Sans cela, nous n'aurions jamais pu atteindre et dompter ce feu qui était réservé aux déités. Sans cela, nous vivrions toujours avec la crainte que le ciel ne nous tombe sur la tête. Et même par toute Attis. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai voulu faire un trait d'humour. Attis, qui est donc, ceux qui connaissent, les pilotes, c'est l'information météo qui va passer. Donc c'est un sigle, et donc j'ai dit, et même partout Attis. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, comme je disais. Comme l'homme, par définition, n'est pas un oiseau, quoique certains parviennent malheureusement à se faire plumer pour parvenir à voler. J'aimerais exposer dans ce livre que pour voler, il aura fallu à l'homme s'adapter de plusieurs façons à son époque. Il lui aura fallu beaucoup de bonnes raisons, mais il lui était indispensable de s'armer de courage, pour ne pas dire de déraison, et aussi de pédagogie, voire de diplomatie, pour ne pas risquer de se faire lyncher. Ce livre comprend 2 parties et se déroule d'abord autour de diverses considérations du vol. Ensuite, il se déroule principalement de façon
chronologique, mais des personnages et des situations sont rappelés pour argumenter les considérations successives. Voilà aussi pourquoi quelques répétitions peuvent apparaître. Elles permettent de situer les événements par rapport à différentes considérations comme l'envol des idées, le vol captif ou la ruée vers l'air. Certains développements, voire suggestions, apporteront, je l'espère, une aide aux historiens, aux enseignants. Je pense tout particulièrement au cours du BIA, le brevet d'initiation aéronautique, et du CAEA, le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, qui concourt à maintenir l'aéronautique comme un héritage important de notre patrimoine culturel. Ce livre est ainsi en partie destiné à tous ces vaillants volontaires, élèves ou enseignants qui sont des forces vives de cette culture aéronautique. Certaines notes de pas de page ou entre parenthèses peuvent se rapporter au cours du BIA et du CAEA. Alors, je fais une parenthèse là, parce que je suis en train de lire cet avant-propos, mais j'irai faites attention parce que le livre, c'est aussi une de mes interprétations de l'histoire de l'aéronautique, donc ça vaut ce que ça vaut. Donc, si dans vos leçons d'histoire dans le CAEA ou le BIA, vous avez quelque chose qui est écrit, il ne faut pas du tout tenir compte de mon livre, bien entendu. Il faut faire l'examen tel qu'il est prévu par rapport au programme. Maintenant que ce livre est terminé, je dirais que je croyais connaître les dates des grandes découvertes et que je ne savais rien, par exemple sur le gauchissement de l'aile. Bref, il faut savoir faire la part des choses, et avec le temps, les manuels d'histoire changeront peu à peu. L'histoire de l'aéronautique se résume régulièrement à l'histoire des grandes premières. Ce livre ne fait pas exception à ce mécanisme, puisqu'il abonde en premières. Néanmoins, si on aborde uniquement les questions établissant le premier à avoir volé, comme ceci ou comme cela, on fait fausse route, car l'aviation est une œuvre commune à de grands pionniers. On aimerait bien que tout soit simple, mais la réalité semble avoir été bien plus complexe. La première machine volante aura probablement été le fruit d'une déraison, quoique de grands progrès du vol habité auront été accomplis grâce à une part importante de raison. Il faut tout de même reconnaître que l'histoire de l'aéronautique porte parfois en elle un défaut de raison, ne trouvez-vous pas ? Demandez donc à un aviateur pourquoi des machines plus lourdes que l'air peuvent voler. Il vous répondra que ce qu'on lui a enseigné dans les aéroclubs, les FTO. Alors les FTO, alors maintenant on dit plutôt ATO, c'est Air Training Organization. Donc ce sont tous les organismes de formation, on va dire principalement pour pilotes, mais ça peut être aussi pour mécaniciens, ça peut être plus large, pour pilotes de drone, etc. Il vous répondra que ce qu'on lui a enseigné dans les aéroclubs, les FTO, ou ce qu'il a lu dans les manuels. D'après les scientifiques, il semblerait que la vérité ne se résumerait pas au principe de Bernoulli, mais à une réalité bien plus complexe. Nous le savons aujourd'hui car nous sommes au XXIe siècle. Mais revenons au problème posé. Pourquoi donc oser dire que l'histoire de l'aviation n'aurait pas toujours été raisonnable ? Serait-ce à cause de ces légendes et mythes ? La faute aux ingénieurs et savants dont le savoir a quelquefois été empirique ? Aux pilotes, aux journalistes, peut-être, en partie, mais il semblerait que la réalité historique au XXIe siècle ne soit pas la même que celle perçue au siècle dernier. C'est un peu comme la perception que nous avions de l'aérodynamique du début au milieu du XXe siècle et celle que nous connaissons à peine aujourd'hui. Je reviens sur le « à peine » car la connaissance existe mais n'est pas forcément médiatisée ou enseignée partout. N'ayez crainte, il ne s'agit point d'un procès, plutôt une bousculade dans l'ordre établi de l'histoire conventionnelle qui n'aboutira à rien comme dans l'exemple précédent sur le domaine scientifique. Mais rien n'est immuable. L'histoire de l'aviation est ce qu'elle est et pourtant nous avons toujours beaucoup de mal à la regarder bien en face. Il y a à cela plusieurs raisons. Pas seulement parce que nous aimerions la lire comme il nous plaît, c'est humain,
En parcourant ce livre, on a de quoi s'émerveiller devant les prouesses, les exploits et l'opiniâtreté de bon nombre d'inventeurs et d'aviateurs. Mais il s'agit ici de montrer aussi que ce que l'histoire de l'aviation a de déraisonnable, que ce soit dans les entreprises les plus folles de l'aéronautique, comme dans une certaine lecture de l'histoire. Il convenait de mettre en valeur ceux qui sont restés les oubliés de l'histoire, et vous verrez que dans ce livre, on peut légitimement se demander comment le comte d'Esterno, Gustave Whitehead, Gustave Trouvé, et bien sûr Maxime Lenoir ne sont pas tous sortis des oubliettes ou que très récemment. Enfin, il reste un travail colossal de recherche et de rédaction à accomplir. Il a bien malheureusement fallu tirer un trait, mettre une fin à ce livre. J'aurais bien aimé développer davantage, mais le temps passe si vite. C'est pourquoi ce livre n'est qu'une première édition. Enfin, entre parenthèses, c'est ce que je disais à l'époque. Là, avec tout le travail que j'ai, j'arrive pas à avancer pour continuer. Peut-être qui paraîtra plus tard en anglais, puis viendra, j'espère, une seconde édition en français, pour peaufiner plusieurs histoires qui méritent de plus amples explications. Et complétées par des histoires que je n'avais pas le temps de développer, puis en anglais de nouveau. Alors, donc je n'ai pas cité dans l'avant-propos, mais je les cite ensuite. Alors il y a un nouveau, et quelqu'un qui s'est mis à chercher sur Maxime Lenoir, c'est Guillaume Crégu. Et en fait, il s'est mis en relation avec les personnes qui ont déjà cherché sur Maxime Lenoir, donc notamment Didier Lecoq, qui est le premier à avoir retrouvé et révélé de nouveau cette histoire sur Maxime Lenoir. Il a beaucoup cherché, grâce à la famille, avec Patrick Pierrot notamment, ils nous disent ce qu'ils peuvent, parce que la famille ne pouvait pas savoir à cette époque, et donc il s'est révélé que c'était un véritable héros, et non pas ce qui avait été dit à une époque, des choses infamantes. Pour ce qui est de l'histoire de l'aviation, donc il y a eu aussi d'autres personnes, alors je vais les citer plus tard, mais j'irai au niveau du travail. C'est vrai que Didier Lecoq a une large part dans ce livre, parce que la deuxième partie n'existerait pas. Mais il y en a d'autres, donc je pense à Gilles aussi, qui m'a légué une histoire incroyable, donc à fouiller, à continuer. Et donc je pense à Susan Brinkman. Je voudrais remercier aux États-Unis pour Gustav Whitehead et Gustav Weiskopf, Karl Heigold en Allemagne, et donc en Bavière, dans le village de Leutershausen, ou Gustav Weiskopf en allemand, on disait. Ouais. Et enfin, il y a aussi bien sûr Charles Lautier qui continue des recherches dans le Connecticut. Donc il y a toujours ces personnes qui travaillent, donc j'aimerais les remercier encore, parce que c'est grâce à ces personnes, Abel Angeron aussi, qui avait fait un gros travail sur Maxime Lenoir, mais il y en a bien d'autres, je vais certainement oublier, donc pardonnez-moi. Enfin, pour clore cet avant-propos, je voulais dédier ce livre, dans ce que j'ai marqué, à mon grand-père, Marcel Lemal, 1920-1982, ancien résistant, ancien combattant, ancien mineur de fond. Voilà, c'est terminé pour cet avant-propos. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Nous allons commencer la première partie, aussi étrange que cela puisse voler, avec pour chapitre 1, Depuis la vallée des rois. Merci de votre attention, à bientôt, au revoir.